Pour moi, le seul intérêt intéressant de tout ça, c'est vraiment de se réapproprier la production de masques en France. Ce qui a vraiment été un gros problème, une grosse carence. On l'apprend maintenant, sous les gouvernements Sarkozy et Hollande, où les choix ont été faits de ne pas assurer une continuité de la production. Pour l'instant, les masques qu'on utilise un peu partout en France, ce sont des masques que l'on importe des pays étrangers, notamment de la Chine. On a une dépendance totale en matière de masques vis-à-vis de l'étranger. Donc c'est évidemment que ces petites entreprises, elles trouveront preneur à partir du moment où les prix resteront dans la limite du raisonnable, et pour que lui-même puisse assurer des revenus décents et des conditions de travail décentes pour les salariés français. On a quand même un réseau sanitaire important dans les Côtes-d'Armor. On a des établissements de santé à Nyon, Tréguier, Paimpol, Guingamp, Saint-Brieuc, qui consomment Dinan, qui consomment beaucoup de masques. Donc il y aura forcément preneur. Après, c'est vrai qu'à chacun aussi de s'engager, les établissements eux-mêmes, de s'engager à prendre des masques dans les entreprises locales. On est sur un statut de coopérative SIC qui permet non seulement de rassembler toutes les formes juridiques françaises collectives de droit, qu'elles soient entreprises classiques, quel que soit leur statut, qu'elles soient mutualistes, coopératives ou autres, ou associatives. Ça permet de faire entrer les collectivités publiques si elles le souhaitent. Et nous allons été même jusqu'à imaginer un collège ouvert aux citoyens, puisque ce sont 40 000 personnes qui se sont manifestées dans les premières semaines pour demander comment, quoi faire, est-ce que je peux soutenir, de quelle manière. Et donc on s'est dit qu'il fallait offrir un débouché positif à tout ça, et qu'il fallait surtout pas ne pas offrir une place à cette énergie citoyenne qui frappait à la porte, si je peux dire. Bon, ça touche des gens du secteur hospitalier, du secteur des laboratoires de biologie, toutes les grandes associations sanitaires et sociales, le monde de la mutualité, le monde de bâtiment, de la navale, certaines parties du monde agricole. Voilà, donc on a fédéré assez large des gens qui, sans doute, avant, ne se fréquentaient pas, voire pour beaucoup vont découvrir le métier de l'autre. Et je trouve ça très intéressant que, finalement, ce soit cette confédération d'acteurs qui permettent le projet lui-même. Produire davantage en France, sur notre sol. Produire parce que cette crise nous enseigne que sur certains biens, certains produits, certains matériaux, le caractère stratégique impose d'avoir une souveraineté européenne. Produire plus sur le sol national pour réduire notre dépendance et donc nous équiper dans la durée. C'est la condition pour voir ce projet, c'est que l'État en fait garantisse des commandes annuelles, ce qu'il n'a pas fait à l'époque il y a un peu plus de 10 ans, et ce qui a d'ailleurs provoqué quelque part la faillite de l'entreprise. Donc là, l'État s'est engagé, donc c'est une bonne chose, et donc il y a des financements par la région. Et puis de trouver, c'est peut-être aussi ça les éléments qui manquaient encore la semaine dernière quand nous avons été entretenus au téléphone, ce sont justement ces partenaires, ces fonds financiers qui manquaient peut-être encore en termes de précision. Et ça peut vraiment balayer tout un ensemble d'acteurs en fait. Ça peut être du mécénat, ça peut être des collectivités, le conseil départemental. Des acteurs économiques locaux. On est sur une ambition de 30 emplois. Voilà, et puis je ne peux pas en dire plus là-dessus, parce qu'il y a peut-être des extensions qui arriveront, mais qui sont encore discrètes, donc ça pourrait monter un peu, mais on n'est pas sur une trajectoire en centaines, on est sur une trajectoire où ça pourrait aller tendanciellement vers 50. Pour une production qui serait de l'ordre de 40 à 45 millions de masques par an, se répartissant probablement de tiers un tiers entre le chirurgical et le FFP2, mais cette répartition, elle est aussi fonction du paysage qu'on a regroupé. Donc, on est en train de faire remonter les demandes, les engagements, les attentes. Et donc, on va peut-être avoir un paysage qui va nous surprendre. Mais enfin, a priori, on pense qu'il y a plus de demandes en chirurgical que de l'autre côté. Le FFP2, c'est plus des milieux professionnels où les salariés sont assez exposés par la nature du métier. Mais vous voyez, par exemple, l'hôpital actuellement est très FFP2, alors que dès qu'il va être sorti de la crise, il sera à nouveau très chirurgical. Donc la même profession peut par moment avoir des besoins qui varient. Donc on est en attente un peu de comprendre la totalité des demandes, mais a priori c'est ça la répartition. Après nous sommes sur une ambition de 3 lignes de production,
bon, je veux dire, c'est un socle. C'est pas une fin en soi, c'est on va dire une prudence et une lucidité sans doute sur la taille et la nature de notre projet. Il manquait dans le droit français quelque chose qui autorise toutes sortes d'acteurs de se regrouper entre eux pour un projet commun. Il y avait des barrières, là il n'y en a aucune. Même des individus, jusqu'à toutes les formes juridiques collectives, quelles qu'elles soient. Et puis ensuite, de séparer, si vous voulez, le rapport entre les acteurs, c'est de ne pas faire que le petit soit forcément sous tutelle du grand. Alors le grand, il peut être économique, le grand, il peut être politique, et donc il y a des statuts où, si vous rentrez, d'accord, mais c'est la puissance publique qui dirige parce qu'elle a plus de 50%. Ou vous avez un très grand donneur d'ordre économique qui rentre, puis qui veut bien faire partenariat avec les autres, mais il a tout le poids de son capital, donc c'est lui qui a le pouvoir. Là, si vous voulez, il y a une dichotomie, on peut séparer le poids de pouvoir et l'organiser en accord avec les partenaires. Donc quand on a 5 collèges dans notre projet, on a une répartition, par exemple les salariés n'auront qu'1,5 du capital, mais 25% des voix. Les collectivités, on a fait en sorte qu'elles aient également les 25, et puis on a du 20-20-10. Et le 10, c'est les citoyens qui auront plus de capital collectivement avec 25 points, mais qui n'ont que 10% parce qu'on est face à une grande inconnue. On se dit, bon, c'est une entreprise qu'on va gérer. Donc, quelle sera la connaissance de ça dans le monde un peu diffus de gens qui vont nous rejoindre? On ne sait pas. Quel est le niveau de connaissance de ce que c'est que la vie d'une entreprise? On ne sait pas non plus. Donc, on s'est dit, il faut à la fois faire une vraie place. En même temps, on ne peut pas prendre un risque sur des problèmes de gouvernance après parce qu'on aurait confié la destinée de l'outil à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une industrie, qu'un fonctionnement de boîte, parce que c'est pas leur vécu. Donc, on s'est dit, voilà. Et puis, les salariés, on a fait comme dans les scopes, on leur a donné une place plus significative parce que c'est la logique même du projet. Et le plus gros point après, ce sont les usagers. Alors, les usagers dans notre jargon, ce sont les entités qui rentrent pour se fournir en matériel. Puisque dans la SIC, le concept d'usager, c'est celui qui utilise les services que la coopérative produit. En tout cas, c'est une répartition assez originale. Oui. Donc, j'avoue que là, on est peut-être en train de modéliser quelque chose qui aura peut-être vocation à être regardé dans le même métier ou dans d'autres activités ou d'autres groupements. Que nous, la CGT, en tout cas, on est vraiment attaché à un projet comme celui de la SIC pour évidemment éviter les écueils du passé et donc nous allons normalement sans tarder avoir des nouvelles de l'avancée du projet et d'une éventuelle table ronde en visioconférence avec différents acteurs et on va dire partenaires de ce projet.